Donc, je viens de démarrer l'enregistrement. On va commencer. Éric, tout est correct pour commencer? Oui, et dans la dernière minute, j'ai réalisé que c'était même pas le bon PowerPoint que j'avais, mais là, j'ai retrouvé Tout le est bon. bon. Donc, je vous Ouf! souhaite la bienvenue à cet atelier conférence qui s'appelle Nourrir l'imaginaire à partir du réel. Donc, je suis très fier de vous présenter Éric Pellado, qui est une personne que je connais depuis très longtemps parce que j'ai fait sa connaissance alors qu'il était élève à l'école secondaire où je travaillais. Donc, c'est toute une fierté de mon côté de vous le présenter. Éric possède une formation collégiale en graphisme et en dessin animé, en plus de détenir un baccalauréat en art et design, avec une concentration en bande dessinée. Il devient officiellement auteur en 2007 avec la publication d'un conte intitulé Colin Objectif Ciel. Depuis ce jour, il compte près de 200 ouvrages dans sa biographie à titre d'écrivain ou d'illustrateur. Il collabore régulièrement à divers périodiques, dont les magazines du Centre Franco, Quoi de neuf, Minimag et Mon Mag à moi, ainsi que les Explorateurs et Curium. Ces livres l'ont mené à visiter plusieurs milliers de jeunes de tous les âges au fil du temps partout au Québec et en Ontario. Puis tout récemment, il remportait d'ailleurs un prix. Je n'ai pas lu tous les détails, mais en tout cas, on le félicite pour l'obtention de ce prix. Donc, Éric, je te cède la parole. Super, on m'entend bien. Donc, je vais tout de suite mettre mon gros partage d'écran, m'assurer que ça se passe comme prévu. C'est ça que je vais faire. Je pense que c'est comme ça. J'essaie juste de voir où est-ce que je suis pour le partage. Denis, qu'est-ce qu'on voit en ce moment, sais-tu? On voit l'écran seulement. OK. Ça sera pas long. Je l'avais tout à l'heure, puis là, soudainement, je ne l'ai plus. Côte à côte. Ça, avec ça. Je crois que c'est ça. Bon, ça, je pense que c'est bien correct. Ça marche, oui. Là, on Super. voit toi et l'écran. Ah, bon, parfait. Donc, bonjour tous et toutes d'être là. J'ai vu quelques noms que je connaissais. Je te mets sur des fenêtres en ce moment, je vois quelques visages que je reconnais. Bon, ben, bienvenue. Il a fallu aller un peu à catastrophe, là. J'ai eu une panne de courant ce matin, donc je pense que je suis le seul partout dans la région qui a eu une panne de courant. Il coupe des branches à côté de chez nous. Et là, je suis chez mes beaux-parents. Donc, j'ai pas tout mon équipement. Je suis un peu dernière minute, mettons, avec mes trucs, mais j'espère que je vais pouvoir vous présenter quelque chose qui a de l'allure. Dans ma conférence, je parle beaucoup du contenu de mes ateliers, de par mon expérience, puis tout mon parcours un peu, mais en tant que le type d'élève que j'étais jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est beaucoup des trucs que je parle en lien avec la créativité, l'imaginaire, etc. Ce qu'on essaie de développer chez nos jeunes. Donc, c'est pour ça que ma présentation s'intitule Nourrir l'imaginaire à partir du réel, parce que un va avec l'autre. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir principalement. Euh, Est-ce qu'on est créatif? Question qui est. Des fois, c'est autant des jeunes que des adultes. Des fois, on a l'impression que les gens pensent que quand je suis né, je savais déjà écrire et dessiner, puis que j'étais déjà ultra créatif, mais c'est pas quelque chose qu'on a. C'est pas inné. On a certaines aptitudes, mais je pense que tout le monde peut développer sa créativité. Et là, puisque je ne vois pas mes diapos, j'y vais au fur et à mesure. Donc, soyez indulgents avec moi. Je suis un gars un peu mêlé dans la vie, mais je vais essayer de ne pas trop être mêlé dans ma présentation. Oui, je passe au prochain. Ah ben oui, j'ai trouvé une citation hier qui disait Le réel et l'imaginaire forment un tout indissociable. Puis je trouvais ça très intéressant parce que c'est justement, je pense qu'un va avec l'autre parce que les choses qui existent aujourd'hui ont partie de l'imaginaire de quelqu'un. Tu sais, même peut-être pas le feu est arrivé dans la brousse à un moment donné, mais toutes les inventions ont été pensées avant d'être réalisées et on s'est servi du réel pour faire les inventions par la suite. Donc, je pense que tout ça, c'est une roue qui tourne ensemble, qui va ensemble, là. Ça, c'est pour montrer, c'est ça le talent que j'avais quand j'étais tout petit.
Donc, ça a pas, c'est pas inné, à moins que vous me dites que ça, c'est incroyable pour un enfant, là. Mais il faut dire que tous les enfants ont cette capacité-là d'utiliser leur créativité, parce qu'avant de savoir écrire, ce qu'on fait, c'est on fait des dessins. Et pour moi, c'est comme ça que c'est commencé. Euh, et ce qui est écrit ici, c'est que la créativité, ça nous aide à trouver des solutions aux péripéties du quotidien. Puis c'est tellement vrai, parce que c'est ça l'autre affaire, c'est quand un truc que j'essaie de faire quand je présente, c'est de montrer aux jeunes que même si tu n'as pas envie d'être un auteur, même si tu n'as pas envie d'être un illustrateur, la créativité, ça ne se limite pas à ça, ça ne se limite pas aux arts. Si tu es capable de développer ta créativité, ça va t'aider à trouver des solutions dans tout ce que tu fais dans la vie. Tu vas avoir un problème, puis tu ne vas pas juste t'arrêter puis rien faire. Puis on dirait que de plus en plus, avec l'aide de la technologie, et même nous, là, aussitôt qu'on a un problème, au lieu d'y penser, c'est Google tout de suite, puis YouTube tout de suite. Euh, mais en se servant de la créativité, il faut que toi-même t'ailles chercher des idées, il faut que toi-même tu les développes, et ça t'aide quand tu fais face à des problèmes dans la vie. Donc, c'est pour ça que j'aime bien toucher cet aspect-là quand je parle aux jeunes à quel point la créativité, c'est pas juste pour faire un dessin, c'est pas juste pour faire un bricolage ou une histoire, c'est quelque chose qui va pouvoir te servir dans la vie quand tu vas avoir des problèmes. Tu ne vas pas t'arrêter à ah ben c'est peut-être ça la solution ou je vais googler ou je vais trouver quelqu'un. Tu vas trouver d'autres solutions, tu vas pouvoir développer ton sens créatif à travers ton imaginaire. Je passe vite fait là, mon parcours. Comme très jeune, j'aimais beaucoup lire des bandes dessinées. Donc, j'ai commencé à faire des bandes dessinées à l'âge de 10 ans. C'est ce que je voulais faire plus tard. Et tout le long de mon primaire, j'ai fait de la bande dessinée. Donc, on voit ici. Et quand un passe-temps devient de plus en plus une passion, ben, on se développe des aptitudes. Puis c'est là que le talent se développe de plus en plus. Cette bande dessinée-là, tu sais, des fois, commentaires que des enseignants peuvent faire à des jeunes qui peuvent vraiment paraître presque anodines, mais qui sont super importantes, là. J'étais vraiment timide au primaire, beaucoup dans ma coquille, et comme il y en a plusieurs, des jeunes comme ça. Et j'osais pas montrer mes dessins aux autres. Ça, c'est une bande dessinée d'une quinzaine de pages que j'avais fait, mais je travaillais tout le temps sur mes bandes dessinées, peu importe où est-ce que j'étais, même si je ne les montrais pas à tout le monde. Et la dame qui travaillait à la bibliothèque de mon école m'avait vu faire cette bande dessinée-là et elle voulait la voir. Quand je lui ai montré, ensuite, elle m'a proposé, quand tu vas avoir terminé ta bande dessinée, est-ce que ça te dérangerait que j'en fasse une photocopie puis que je la mette à la bibliothèque avec les autres livres? J'ai eu très peur quand elle me dit ça parce que ça me stressait de savoir que d'autres personnes allaient lire ma bande dessinée. Mais j'ai accepté parce que je souhaitais être auteur, mais ça m'a beaucoup encouragé. Ça a été quelque chose de super important, un moment très important dans ma jeunesse, ce geste-là que la bibliotechnicienne avait fait. Donc, un autre point avant d'arriver à ma carrière, c'est au secondaire, dans un cours d'anglais, j'avais fait ce projet-là, qui était un projet d'écriture. Donc, encore une fois, c'est un truc avec des dessins, écriture et dessin. Mon enseignante m'avait aussi fait un commentaire dans mon travail. Elle m'avait dit, I think you could publish this. Et ce livre-là va devenir mon premier vrai livre, mais m'a pris 12 ans. Donc, un autre aspect que je parle beaucoup dans mes présentations, c'est la persévérance. C'est un autre truc qu'on dirait qui est de plus en plus difficile à faire croire aux jeunes ou ils se découragent plus vite. Les jeunes, j'ai remarqué quand je vais dans les écoles. Euh, Ça, j'aime ça, parler de cet aspect-là, comme quoi que euh, quand tu ne réussis pas quelque chose, c'est correct de ne pas réussir, c'est correct d'échouer. Les échecs, ça fait partie de la réussite. C'est juste d'être prêt à se relever puis à aller de l'avant. Et ça m'a pris, c'est ça, 12 ans. Donc, en 12 ans, j'ai refait l'histoire plusieurs fois. Je l'ai renvoyé plusieurs fois. J'ai eu plusieurs lettres de refus, mais c'était en ça que je croyais, puis c'est ça que je voulais faire. Et c'est en 2007, depuis 2007 que je suis techniquement un auteur publié. Et là, je suis un petit ramassis des trucs que j'ai publiés avant de me lancer vraiment dans le contenu, là. Donc, plusieurs albums illustrés, euh, plusieurs romans est un autre défi. Les défis, il ne faut pas avoir peur de ça aussi, là. Ça aussi, c'est un autre truc que j'essaie beaucoup de partager avec les jeunes, comme quoi que faut se donner des défis, puis il ne faut pas avoir peur
de ne pas réussir parce que c'est mieux d'essayer, puis de ne pas réussir que de ne pas essayer du tout parce que ça revient à ne pas réussir là, finalement. Donc, tandis que quand tu t'essayes au moins, je n'ai pas perdu le son, quand tu essayes au moins, euh, tu t'avances tout le temps, même si tu ne réussis pas du premier coup. Et moi, ça fait juste 5 ans que j'écris des romans. Puis ben, ça, c'est à peu près les romans que j'ai écrits depuis le dernier 5 ans. Et évidemment, la bande dessinée qui est vraiment le truc qui me passionne le plus. Donc ça, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. J'en ai fait plusieurs pour des revues, etc., etc. J'ai aussi travaillé en dessin animé parce que j'ai fait un diplôme d'études collégiales en dessin animé. Puis pendant une période de temps, j'ai fait du dessin animé pour le web, pour la télé et des sites Internet que j'en fais plus du tout de sites Internet, mais j'en ai fait plusieurs, des sites Internet, notamment pour TFO. Euh, C'était souvent des jeux interactifs. Et de l'humour. Ça, c'est un autre truc de me donner des défis puis de pousser un peu vers mes inconforts parce que je suis quelqu'un de très timide puis je voulais essayer ça pour essayer de vaincre ma timidité. Donc là, je pense que c'est plus vers mon contenu que je m'en vais. Et je ne sais pas si Denis l'a mentionné au début, mais tout autour, au courant de la présentation, si jamais vous avez des questions par rapport à ce que je présente, là, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais regarder en même temps mes notes que j'ai ici. Je peux être certain que j'oublie rien d'important. Donc aussi, on s'en va vers chacun possède sa source s'il ne voit pas. Par rapport à sa source pour créer. Pour un certain, je voulais dire que cette diapo-là, c'est ça parce que le truc qui arrive quand on dit aux jeunes de faire un projet créatif, souvent ça panique, ça ne sait pas où trouver les idées. Quand je pose la question d'où viennent les idées, il y a autant des adultes que des jeunes qui vont me dire tes idées viennent de la tête, viennent de ton imagination, viennent de ton cerveau, mais c'est pas de là que ça vient les idées. Les idées, ça vient d'ailleurs. Le mot le dit, l'inspiration, c'est quelque chose que tu vas chercher ailleurs. Donc, c'est de transmettre à l'élève euh, la capacité d'observer ce qui est autour de lui. C'est comme ça que tu vas aller chercher des idées. C'est des choses qu'ils voient, qui vont lire, qui vont entendre, sentir, toucher. Donc, tout ce qui est autour de nous nous permet d'aller trouver des idées. Puis là, moi, je suis rendu un trouveur d'idées professionnel parce qu'à travers le travail, non seulement faut que j'écris des livres que moi, je vais chercher les idées, mais comme si j'étais à l'école, j'ai souvent des idées qui sont imposées de clients à gauche et à droite et je dois trouver des idées. Et c'est souvent comme ça, là, je regarde autour de moi, je vais puiser dans mes souvenirs, je vais puiser partout autour. Et ça, parfois, c'est une barrière pour les jeunes parce qu'ils cherchent trop dans leur tête, ils disent qu'ils n'ont pas d'idées, mais il faut juste qu'ils soient plus ouverts à leur environnement autour d'eux pour trouver des idées. Puis c'est sûr qu'il existe plein d'exercices qu'on peut faire pour développer ça, puis ça, je vais en donner à travers ça. Là, aussi, c'est une image d'un jeune qui est bien créatif finalement. Donc, quand je parle d'inspiration, je donne quelques exemples hein, de mon vécu. Euh, Même quand j'étais plus jeune, déjà, je savais que pour s'inspirer, il fallait chercher ailleurs. J'avais trouvé une balle de baseball par terre qui est devenue le premier personnage que j'avais inventé. Hein. C'était pas juste un cercle avec une face, c'était vraiment une balle de baseball abîmée que j'avais trouvée. Euh, un livre que j'ai écrit récemment qui s'appelle Abracacadabra, que les jeunes adorent jusqu'à plus vieux. Puis je peux comprendre parce qu'il y a le mot caca, on aime tout ça, c'est des histoires comme ça. Puis j'ai pas fait une histoire simplement pour dire ah, moi j'ai envie de faire une histoire qui parle de merde. Non, c'est qu'à la maison, mes enfants ne flushaient pas leur numéro 2. Puis quand je leur demandais de le faire, c'était jamais eux autres. Puis à un moment donné, j'ai dit, mais là, c'est pas un caca magique. Puis en disant ça, mais j'ai eu l'idée de faire une histoire sur une crotte qui n'a pas été flushée. Donc, quand je dis que tout peut inspirer, ma fille avait beaucoup de problèmes d'anxiété. Donc, j'ai écrit une histoire qui parle d'anxiété, donc inspirée de faits vécus, ça aussi. Euh, et le livre que Denis parlait tout à l'heure, qui a gagné un prix, c'est celui-là qui s'est mérité cette semaine le prix. Je ne sais même pas si je le sais moi-même. C'est des enseignants de français du Québec. Je pense que c'est ça. Je sais que c'est des enseignants de français dans les écoles québécoises qui ont nommé ce livre-là pour le prix 9-12 ans pour les romans. Et le Club des Échasses, inspiré du fait que je suis grand, parce que je suis grand.
Et pour plusieurs, la grandeur, c'est un avantage, c'est impressionnant, mais des fois, tu te fais taquiner, tu te fais dire des commentaires qui deviennent un peu tannants, puis je suis parti de ça. Je suis parti de tous les préjugés puis les avantages qu'on peut avoir à être grand. Le personnage dans mon histoire, il n'aime pas trop ça être grand, mais il va apprendre à aimer sa grandeur. Donc ça, je parle de la différence, mais en partant de quelque chose que- que- à laquelle je m'identifie. Donc, inspiration, ça vient de tout. Puis ça aussi, on peut dire ça aux jeunes. Des fois, c'est inventer des nouveaux personnages, mais on peut mettre des gens qu'on connaît. Ma fille se retrouve dans plusieurs de mes histoires. Euh, des fois, ben, mon père, je l'ai mis dans une histoire aussi. J'ai des voisins que je vais insérer dans des histoires. Donc, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour s'inspirer, pour mettre des gens dans les trucs qu'on essaie de créer. Euh, c'est ça, c'est des fois, on dirait que les jeunes veulent tellement aller chercher une idée originale que finalement ils se bloquent puis ils arrêtent complètement, mais ils peuvent puiser dans leur quotidien, dans tout ce qui est autour de nous pour faire des idées. Puis ça n'a pas besoin d'être super compliqué. Tu autre chose? Truc pour trouver des idées. Ah, là, ça va comme devenir de plus en plus intéressant. Ça mérite une gorgée d'eau. Ah. Donc, truc pour trouver des idées, ben, ça commence avec la base, une page blanche. C'est stressant pour n'importe qui. C'est stressant quand on écrit, c'est stressant quand on dessine, parce qu'on peut penser qu'on n'a pas d'idée. Je pense que j'ai une autre diapo. Ah oui, le syndrome de la page blanche. Mais la chose que j'ai fini par apprendre, je pense en écoutant un documentaire, c'est pas tant le fait qu'il n'y a rien sur la page, le fait qu'il peut y avoir tout sur la page. Donc, des fois, c'est peut-être de juste pas donner trop de liberté, surtout quand on essaie de montrer à des jeunes la créativité. Si tu dis je te donne une page blanche, ça peut être plus compliqué qu'autre chose. Dans ce documentaire, j'avais vu parler des choix dans la vie. Il disait il y a deux crèmeries côte à côte. Il y en a une classique qui ont juste trois saveurs. Les saveurs classiques, c'est chocolat, vanille et fraise. Et l'autre à côté, c'est la crèmerie qui offre mille et une saveurs. Là, tu es à l'extérieur de ces deux crèmeries-là, tu regardes, tu as deux choix, tu te dis, moi, je m'en vais dans celle qui a mille et une saveurs parce que ça a l'air plus attrayant. Tu rentres. Le choix est facile, tu avais deux choix. Mais là, tu rentres dans la crèmerie où il y a mille et une saveurs, mais là, ça se complique parce que là, tu as trop de choix. Tu veux toutes les goûter. Tu sais pas si tu vas prendre la bonne décision, si tu vas regretter ton choix. Même si tu aimes ce que tu as, tu vas toujours penser qu'il y en a peut-être un autre qui était meilleur. Donc, des fois, c'est ça, quand on a trop de choix, on n'arrive pas à décider. Donc, quand on a des amis qui ont de la difficulté à choisir, c'est toujours mieux de donner peut-être quelques choix, mais au moins d'en offrir, pas juste laisser libre cours parce que c'est compliqué même pour les adultes quand on part d'une page blanche. Tout le temps mieux d'avoir au moins un petit début. Donc, ça, j'avais bien aimé ça dans ce documentaire-là. Puis c'est vrai que plus on a de choix, plus c'est compliqué. Dans le temps qu'il y avait juste trois postes à la TV, tu choisissais le poste, tu l'écoutais, même s'il y avait des publicités. À cette heure, avec Netflix, je passe une demi-heure à regarder des couvertures, puis je choisis jamais rien. Donc, ça revient au même truc. Pour commencer de créer, c'est toujours mieux de partir de quelque chose. Donc, une activité qui peut être le fun, c'est t'imposes un mot aux jeunes. Tu peux avoir une liste complète de mots, mais tu ne dis pas, prends tous ces mots-là, tu en choisis un ou deux ou trois là-dedans, puis tu pars de ça pour faire ton exercice avec les enfants. Donc, c'est mieux. Puis ta liste, tu peux la créer avec les jeunes. Tu peux passer d'un jeune à l'autre puis dire, OK, donne-moi un animal, un fruit, un endroit, donne-moi quelque chose. Et tu prends toute cette liste-là, puis à partir de cette liste-là, tu peux aller piger un ou deux mots, puis tu dis, OK, notre texte, notre dessin va partir de telle chose. Ou même, tu peux en mélanger deux ensemble puis dire, il va falloir que tu partes de ces deux trucs-là pour faire ton dessin ou ton texte. Déjà, quand on a quelque chose de concret, que ce soit un ou deux mots, mais même si des fois, les jeunes n'aiment pas ça qu'on leur impose quelque chose. Ils vont avoir plus de facilité à inventer à partir d'une idée qui est déjà là que d'essayer de trouver l'idée du siècle qui va peut-être prendre une éternité, puis que tu vas passer après 15 minutes, puis la page va être encore blanche parce que le jeune, il dit ah, j'ai pas d'idée, je cherche, cherche, cherche. Donc, ça, d'imposer des mots, c'est un truc que j'aime bien utiliser.
Tempête d'idées, ça, je le fais vite fait, là, parce que tout le monde connaît ça, le tempête d'idées, la toile d'araignée, etc. Là, c'est un classique, là, où ce qu'on prend notre mot justement qu'on a trouvé, qu'on a choisi, puis là, on va écrire tout ce qu'on peut penser autour de cette tempête d'idées-là. Mais il y en a une autre activité que j'ai fait, je pense que c'est ça qui suit après. Ouais, il y a une autre activité que j'ai fait récemment, ça fait déjà quelques années, là, dans un cours d'écriture. J'avais beaucoup aimé, puis là maintenant, je le montre aussi dans les écoles. C'est comme une suite à notre tempête d'idées où tu prends ton sujet et tu lui poses des questions. Donc, les 4 questions qui étaient utilisées dans ce cours-là, puis ça pourrait être d'autres questions aussi. Donc, mettons qu'ici, notre sujet, c'est le chien qu'on voit ici. Alors, tu dis aux élèves, quand je fais cet exercice-là, je demande aux élèves, qu'est-ce que tu aimes du chien? Ou quel chien tu aimes, ou quelque chose que tu aimes par rapport au chien. Et avec les plus jeunes, surtout, je vais dire, donne-moi 2 réponses différentes. Si on se rend jusqu'au secondaire, on peut aller à plus que 2 réponses, mais c'est 2 réponses. Donc, le chien, j'aime son pelage, je le trouve beau. C'est souvent des trucs bien, bien de base que j'ai au début. Mais le truc avec l'interrogatoire, c'est que avec les questions qui suivent subséquentes, c'est ça? Euh, tu ne peux pas répondre la même réponse. Donc, tu ne pourrais pas dire qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ben, j'aime pas flatter le chien. Non, mais tu as dit que tu aimais ça flatter le chien. Peut-être que tu n'aimes pas ça flatter un chien, mais il faut que tu aies tout le temps des trucs différents. Euh, donc, ça pousse les jeunes à aller plus loin dans leur réflexion. Donc, 2 trucs qu'on n'aime pas. La troisième question, c'est qu'est-ce qui me fait peur des chiens? Quels chiens qui me font peur? Et là, tu peux c'est pas obligé d'être juste dans la description, ça peut être dans quelque chose que tu as vécu, ça peut être quelque chose d'inventé complètement parce que des fois, rendu à la 4e question, des fois, il y en a qui ne savent plus quoi dire, mais là, tu peux inventer quelque chose complètement. Donc, le dernier, c'est qu'est-ce que je trouve bizarre de mon sujet. Donc, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui me fait peur et qu'est-ce que je trouve bizarre du sujet. Peu importe que tu trouves quelque chose de bizarre ou pas de ton sujet, tu inventes quelque chose. Et ça, ce que ça donne, c'est qu'une fois que tu as terminé cet exercice-là, tu te retrouves avec 8 énoncés qui peuvent te permettre de, de- de faire un texte, de faire un dessin. Tu peux combiner ces idées-là ensemble et ça fait juste travailler encore plus tes méninges par rapport. Donc, tu as la tempête d'idées, tu as ça, tu imposes les mots. Donc, c'est tout comme un étape par étape pour travailler son imagination. Je vais poursuivre. Je ne sais pas qu'est-ce qui suit. Ah, tiens, voici un exemple que j'avais donné sur les carottes. Donc, puis ça s'en est de plus en plus n'importe quoi, parce que je l'avais fait dans une salle de classe en plus. Donc, pourquoi j'aime les carottes? Parce qu'elles sont bonnes pour les yeux. Il paraît que c'est pas vrai. C'est comme quelqu'un m'avait dit, c'est même pas vrai que c'est bon pour les yeux. Moi, ma mère me disait tout le temps, mange des carottes, ça va être bon pour tes yeux. Pourquoi je déteste les carottes? Là, on voit ici en rouge, elles goûtent pas bonnes parce qu'on a déjà en haut écrit qu'ils sont bonnes pour manger. Donc, il ne faut pas répéter. Donc, j'aime pas le gâteau carotte. J'aime pas la couleur orange. Donc, ce serait 2 trucs qui pourraient être dits. Puis après ça, qu'est-ce qui me font peur? Elles sortent de la terre comme des zombies. Là. Tu sais, ça sort un peu plus de la réalité. Là. On commence déjà à visualiser quelque chose d'autre. Ça pourrait être quasiment une histoire de zombies carottes. Elles ont des cheveux verts. C'est vrai, le vert qui est sur le dessus. Quelqu'un m'avait dit elles peuvent être mauves ou blanches. C'est plus des carottes rendues là. Je pense que les blanches, c'est des panais. Mais tu peux écrire tout ce qui te vient à l'esprit. Puis on avait dit ça sert pour de nez pour les bonhommes de neige. Puis là, c'est ça, tu peux commencer à penser pourquoi c'est la carotte puis pas un autre aliment qui sert pour le nez du bonhomme de neige. Donc, à chaque truc qu'on inscrit, ça peut tout pousser notre réflexion vers des idées. Donc, l'interrogatoire, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant. Une image vaut 1000 mots, mais évidemment, on peut se servir du visuel pour stimuler la créativité des jeunes. Donc, par exemple, prendre des couvertures de différents romans où tu ne fais pas lire la 4e de couverture, une couverture imagée avec un titre et tu demandes aux jeunes de te résumer l'histoire telle qu'ils croient. Donc, il va analyser ce qu'il voit visuellement, puis il va ensuite verbaliser
quelle histoire que ça pourrait être. Donc, ça pousse la réflexion à partir d'une image. Comme je disais tout à l'heure, ça vient simuler le côté inspiration, que tu vois quelque chose, puis tu es obligé de l'analyser, de l'observer, puis de voir les détails pour essayer de trouver qu'est-ce que ça raconte. Puis le but de cet exercice-là, c'est pas de donner le vrai résumé de l'histoire, c'est vraiment juste d'inventer une histoire possible par rapport à des couvertures de livres. Donc, ces couvertures de livres, ça peut être avec des images aussi, donc des photos, où ce que toi-même, tu peux poser des questions aux jeunes. Pourquoi c'est un R que sur la porte là? Pourquoi c'est un triangle? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Le cheval, qu'est-ce qu'il attend là? Qu'est-ce qu'il y a derrière qu'on ne voit pas, qui est embrouillé? Donc, tu poses des questions sur l'image, puis tu demandes aux jeunes de développer par rapport à ces images-là. Même chose avec des toiles, je pense que c'est ça qu'il y a ensuite. Des toiles, c'est d'expliquer ces images-là, de faire leur interprétation d'images. On le sait tous, quand on va dans une galerie d'art, il y a des fois des trucs très abstraits et chacun va avoir son interprétation qui est probablement ou possiblement pas du tout ce que l'artiste voulait faire, mais c'est pas mal d'avoir sa propre interprétation. Donc, avoir des images et interpréter ces images-là selon notre propre vécu, selon notre propre imagination, c'est une autre chose qu'on peut faire pour la créativité. Je vais aller voir ce qui suit. Ah oui, ça, c'est aussi pour l'observation. Ça, c'est ma machine Nespresso. Comme vous pouvez voir, c'est aussi un visage très surpris de voir qu'il va y avoir du café. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si vous êtes capable de l'imaginer. Mais ça aussi, c'est souvent. euh, Ça, c'est ancré dans notre ADN de- depuis des millénaires, des millions d'années, que on veut toujours voir les yeux. Quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on veut voir les yeux pour, euh, pour établir si c'est une menace ou pas. Puis, vu qu'on a ça de dîner en nous, quand on rencontre des objets qui ont l'air d'avoir un visage, des fois, il y a des gens qui vont être capables de voir les visages. C'est un peu comme quand tu regardes dans les nuages puis tu vois des formes. Donc, ça, c'est une autre manière de développer sa créativité, d'essayer de trouver des visages dans les objets autour de nous. J'ai même mon barbecue. Ça, c'est juste des objets surpris que j'ai, mais mon barbecue aussi, il y a une belle petite face surprise qu'on peut voir. Toute mignon en plus. Mais ça peut aider à développer des personnages aussi. Je me sers de cet élément-là. Ça peut être amusant d'essayer de prendre des photos de trucs qui ne sont pas des personnages, mais de trouver des visages à des endroits qu'il n'y en a pas. Et pour le dessin. Donc là, je vais me lancer un peu plus vers le dessin. Malheureusement, je n'ai pas ma tablette avec moi. Elle est à la maison, je ne peux pas tout apporter, mais je vais pouvoir en parler aussi par rapport au dessin. Puis même si vous n'êtes pas des experts en dessin, il y a plein de trucs qu'on peut faire, euh, peu importe notre degré de talent de dessin pour stimuler l'imaginaire chez les jeunes. Euh, Ça, c'est en est une activité que je fais à tous les ateliers, tous les ateliers que je fais, je le fais tout le temps, cette activité-là. C'est une activité relativement simple, de débutant aussi, c'est que tu pars d'une forme, d'une lettre, d'un chiffre pour aller créer des personnages. Encore une fois, tout ça est dans l'optique de ne pas partir juste d'une page blanche, d'avoir quelque chose d'imposé pour nous obliger à partir déjà d'une première étape, là. Donc, comme je mentionne aux jeunes, puis ça, c'est quand tu leur dis, par exemple, essayer de faire un personnage à partir d'une forme géométrique, c'est de les pousser à aller plus loin que juste mettre un visage à l'intérieur de la forme géométrique, là. Je pense que j'ai dessus. Ouais. Donc, ici, j'ai fait un chat à partir d'un carré, rectangle, triangle. Euh, j'ai un peu plus d'expérience en dessin, mais même les jeunes peuvent aller un peu plus loin, de think outside of the box, comme on dit en anglais. Euh, Avec les lettres, les formes, c'est un peu plus amusant pour les jeunes de partir de ça, à partir des chiffres. Je pense que j'en ai mis des exemples, j'espère, parce que je ne peux pas les faire. J'en ai des exemples ici. Donc, on voit ici là, la lettre Z, la lettre A, le 2, le 22. Donc, tu dis aux enfants, ils peuvent partir de leurs initiales. C'est toujours une activité assez noble. Puis je suis sûr qu'il y en a qui ont sûrement déjà fait ça. Et on peut tourner la feuille dans tous les sens pour essayer de développer. Puis moi, je leur dis toujours, faites des personnages. Parce qu'on tombe vite dans les objets. Puis vu qu'il y a souvent des lignes droites, c'est facile de faire des objets, mais il faut penser un peu plus pour faire des personnages. Et au pire, si on ne sait pas
par quel personnage, on peut faire des monstres. Puis des monstres, ça peut être n'importe quoi. On peut partir de n'importe quelle lettre pour faire les monstres. Je ne sais pas si j'en ai eu des monstres là-dedans, mais j'en ai un monstre avec le 20 ici. Donc le chiffre 4, une autre fois avec la lettre A, un X ici. Je crois que j'en ai d'autres exemples. La lettre A, B, D et 8, le 32. Donc, comme je m'en. C'est sûr que les jeunes ne vont pas commencer avec des dessins aussi approfondis, mais ils peuvent tous partir de lettres. Puis c'est une activité qui est assez populaire aussi. Que les jeunes veulent tout le temps s'essayer à faire des personnages à partir de lettres. Puis on peut aller au-delà de ça, puis dire, OK, maintenant, tu essaies de le faire avec tout ton prénom, tu essaies de le faire avec un nombre de 3 chiffres. Donc, on peut relever le défi s'il y en a qui trouvent ça trop facile. Je vais juste jeter un petit coup d'œil à mes notes, voir s'il y a quelque chose que j'ai pas dit. Donc, vous m'excuserez du petit moment de silence. Tu, 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 tu. Non. OK. Je vais, je vais poursuivre là-dessus. On va voir où est-ce que ça mène. Donc là, j'allais plus parler de la bande dessinée, mais je veux m'assurer que j'ai rien oublié parce que je trouve que je vais un peu vite dans mon truc. Ouais, ça va y aller. Et alors, la bande dessinée qui, quand j'étais jeune, était mal vue, je ne sais pas pourquoi. Ça commençait au secondaire. Il y a certains profs qui utilisaient la bande dessinée, qui trouvaient que c'était un bon outil, mais c'était tout le temps le combat entre ceux qui enseignaient les arts plastiques aimaient pas la bande dessinée parce que c'était trop cartoon. Ceux qui enseignaient le français ou anglais aimaient pas la bande dessinée parce que c'était trop de dessins puis c'était pas assez de la lecture. C'était pas des vrais livres. J'entendais souvent ça, c'est pas des vrais livres. Mais un jeune comme moi qui était pas tant enclin à lire des romans, j'empruntais une quinzaine de bandes dessinées à toutes les semaines à la bibliothèque, puis pas juste pour les images, pour les lire. C'est juste que j'avais, j'aimais ce genre de livre-là qui était un peu comme, comme écouter des films, mais version lecture. Euh, Puis même si j'avais pas les écrans comme les jeunes ont les écrans aujourd'hui, j'étais un couch potato. J'avais une télé dans ma chambre que j'écoutais très tard quand j'étais jeune. Donc, j'avais beaucoup d'écrans aussi quand j'étais jeune, mais je lisais beaucoup, je dessinais beaucoup, j'allais jouer dehors. Donc, tout est question d'équilibre là-dedans. Je pense pas qu'il faut démoniser les écrans, là. Mais il faut savoir faire un bon équilibre. Puis je trouve que la bande dessinée, c'est une bonne façon d'aller chercher justement ceux qui sont un petit peu plus obsédés par les écrans pour la lecture. Et ça reste une lecture, la bande dessinée, une lecture à différents niveaux, en fait. Parce que quand tu lis une bande dessinée, c'est un décodage qu'on fait, que nous, on sait comment ça fonctionne. Notre lecture nord-américaine est de gauche à droite. Donc, quand on regarde une bande dessinée, on sait qu'il faut commencer en haut, de gauche à droite, comme une page de lecture. Donc, on fait quand même une lecture comme il faut. Euh, de gauche à droite, de haut en bas, c'est pareil dans les cases aussi. Donc, on suit cet ordre de lecture-là. Et quand on y va à la base de la base de la base, les lettres, ce sont des dessins aussi qu'on qu'on groupe ensemble pour former des mots que nous, on est capable de décoder, mais à la base, ce sont juste des lignes dessinées. Donc, c'est comme si le dessin, c'était d'autres caractères. Là, je vois en profondeur. C'est trop philosophique comme truc, là, mais ça reste une lecture. C'est aussi une lecture qui se fait en différents temps. Et à travers les images, il faut aussi comprendre le temps qui se passe. Donc, c'est ce qui se passe entre les cases. Ben, on arrive à déterminer s'il y a un court laps de temps qui s'est passé, s'il y a un long laps de temps qui s'est passé. Des fois, il y a différentes façons d'aider encore plus le lecteur à comprendre plus vite. Donc, si je m'avance là-dedans, euh, pour débuter les histoires, quand on fait de la bande dessinée, on peut commencer par des strips. Donc, les strips, c'est vraiment la forme la plus simple de bande dessinée.
On pourrait dire la vignette est encore plus simple, mais la vignette, c'est juste une image. Donc, c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est vraiment une catégorie presque à part, même si dans une vignette, il va y avoir des bulles euh, et tous les éléments qu'on retrouve dans la case. Mais vu que c'est juste une vignette, c'est pas vraiment la bande dessinée. La base de la base dans le strip, c'est trois ou quatre images. Donc, le trois images, le meilleur, c'est celui qui fait Garfield, donc Jim Davis. Et dans le quatre images, c'était vraiment Charlie Brown qui l'a fait pendant 50 ans dans les journaux. Donc, il a vraiment maîtrisé cette forme-là. Et même si c'est du 3 ou du 4 images, il faut quand même respecter un schéma narratif. Il y a quand même une trame narrative qui comprend une intro, développement, conclusion. Là, je n'irai pas avec le plan au complet. Mais si vous voulez montrer le schéma narratif aux jeunes, ça peut être une bonne façon de le faire aussi pour leur faire comprendre le schéma narratif par le dessin. Pour ceux qui sont moins, qui aiment moins l'écriture, ça peut être une façon de les apporter à écrire à travers la bande dessinée. Et si on veut, je pense que le plan lui-même est en euh, cinq parties. Là, élément déclencheur, situation, non, situation initiale, élément, mais moi je me mêle, là. Situation initiale, élément déclencheur, péripétie, dénouement et situation finale, qu'on pourrait faire 5 cases. On pourrait dire, OK, tu fais ton plan en 5 cases, les 5 éléments de ton plan, tu le fais une image par. Là, évidemment, il va juste y avoir une péripétie dans cette situation-là, mais c'est une façon amusante peut-être d'apporter le plan aussi, de le faire de cette manière-là. Bon, là, je le faisais, si c'est en 3 images, on peut faire un petit développement, donc début, milieu, fin. Donc, c'est une bonne façon de situer l'histoire à travers la bande dessinée, mais pour les textes qui ne seront pas de la bande dessinée aussi, on peut utiliser cette forme-là. Pour aider à développer le sens de l'histoire aussi. De façon, un exercice qu'on peut faire, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai comme bande dessinée, là, mais c'est de prendre justement un strip où on enlève la dernière image et on demande aux jeunes de trouver la fin de cette histoire-là. Donc ça, c'en est une autre activité qui peut permettre, puis des fois, tu peux même demander de trouver plus qu'une fin. C'est ça qu'on fait quand on fait du strip, euh, entre autres. Des fois, on va reprendre la même histoire, puis on va juste changer la fin et trouver différentes solutions. Donc là, c'est encore un truc qui nous permet de développer notre créativité, mais aussi de développer notre sens de trouver des solutions. Donc, l'image manquante, on peut faire ça. Improviser, qui n'est pas la méthode d'écriture idéale, surtout quand on est un auteur, surtout quand on veut créer un texte, mais qui peut être un exercice intéressant pour développer, pour travailler notre sens de la créativité, notre imagination. Donc, quand j'étais plus jeune, c'est de même que je faisais ça, puis je sais que c'est pas la bonne façon de faire, là. Je faisais une case, puis je savais aucunement où est-ce que je m'en allais, puis j'en faisais une deuxième. Mais ce qui peut être le fun dans une salle de classe, c'est de faire un cadavre exquis. J'imagine que vous savez c'est quoi un cadavre exquis pour une histoire, pour un dessin, mais pour une bande dessinée, on peut faire ça aussi. Parce qu'encore une fois, on impose un sujet. Quand je l'ai fait, cet exercice-là, souvent, je vais grouper des jeunes en 4 ou 5. Euh, il va y avoir 5 sujets sur la table. Ils vont chacun en avoir un. Ils vont chacun commencer la première case avec leur sujet. Et au bout de 5 minutes, ils vont changer de page au prochain et poursuivre l'histoire jusqu'à temps que les 5 personnes du groupe aient fait chacun une case dans la bande dessinée de la première personne qui a commencé. Donc, c'est une belle façon de travailler la collaboration, d'essayer de comprendre ce que l'autre fait avant, puis de travailler sa compréhension à soi par rapport à ce que tu perçois dans cette image-là. Donc, c'est une façon de travailler son imaginaire. Le cadavre exquis en bande dessinée, ça peut être super amusant. Ce qui suit. Ouais, quand on parle des mots dans la bande dessinée, il y a différentes méthodes, parce qu'il y a différents types de mots dans la BD, mais tu peux développer les manières de l'appliquer ça quand tu vas faire ta bande dessinée, parce qu'il y a 3 catégories de mots dans la BD, là. Donc les paroles, tout le monde sait ça, là, c'est dans des espèces de bulles comme ça. Euh,
Mais le truc, c'est que la bulle, tu peux en faire un exercice pour travailler les émotions, en modifiant notre bulle, démontrer au personnage différentes façons de s'exprimer. Là, on le voit par son action, mais juste avec la bulle, on comprend qu'il est fâché. Donc, ça, c'est un exercice qu'on peut faire avec les jeunes aussi, c'est d'expérimenter avec le type de bulle qu'ils pourraient faire pour donner quelle impression, quelle émotion de son personnage. J'en ai-tu un autre? J'en ai un où il est triste, donc il dégouline. Donc, la bulle est un véhicule aussi pour les paroles qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, on peut s'en servir, les bulles de pensée. Euh, Ça, j'en ai parlé tout à l'heure lors de lecture, à préciser aux jeunes si j'ai jamais fait de la bande dessinée, parce que souvent, c'est jamais dans le bon ordre. Il y en avait d'autres sur ça aussi. Mais je vais poursuivre ici. La narration, c'en est un autre truc que je vais faire, c'est souvent, ça va être lié au temps, les marqueurs de relation d'une case à l'autre. Euh, Parce que le narrateur peut raconter plein de choses, mais il va souvent démontrer la période de temps, qui peut être une année, un mois, un jour, tout ça, mais dans la bande dessinée, c'est souvent quelque chose qui va nous permettre de faire avancer l'histoire. Donc, peu après, quelques temps plus tard, c'est pour démontrer qu'il y a un temps qui s'est écoulé. Donc, ça peut être important de s'en servir. Et il va y avoir l'endroit là, j'ai l'impression que je me perds un peu dans ce que j'ai, là. Mais le temps et le lieu, c'est les deux trucs qu'on va retrouver dans la narration. Toujours en haut à gauche, ça va se retrouver parce que c'est dans l'ordre de lecture de notre case. Euh, et le truc avec ça, c'est que l'image elle-même, on ne sait pas nécessairement où est-ce que ça se passe, quand ça se passe, mais quand tu mets ça, tu t'assures de savoir où est-ce que ça se trouve. On pourrait l'utiliser avec des images déjà insérées, puis aller dire, OK, maintenant tu vas rajouter la narration de lieu et de temps selon l'image que tu vois. Donc, va permettre aux jeunes d'analyser les images qu'ils voient. Donc, ça, c'est un truc qu'on pourrait faire. Donc là, j'avance là. Il y a des trucs qui ne sont pas tout importants dans ce que je montre. Là, comme je dis, j'ai pas, j'ai pas toutes les cases par cœur. Euh, donc, les bruits dans la bande dessinée, c'est le troisième type de mots. Donc, tous les bruits, il y a des dictionnaires de bruits qui existent, mais le truc avec les onomatopées de la bande dessinée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de façon de l'écrire parce que c'est phonétique. Donc, tu pourrais essayer de faire une dictée d'onomatopées puis voir comment que les jeunes vont les avoir interprétées. Ça peut juste permettre de travailler notre calligraphie plus que notre orthographe parce que euh, dans, dans les onomatopées, comme je dis, il y a différents types de façons de l'écrire, mais il y a aussi que l'onomatopée, ceux qu'on voit ici sont très clairs. On sait à quoi il sert, mais il y en a que si tu n'as pas l'image, tu ne vas pas savoir. Donc, j'avais un quiz que je faisais à un moment donné où je mettais juste des onomatopées et là, je demandais aux jeunes de me dire ou d'illustrer une image qui allait aller avec ça. Dans ces cas-là, c'est super simple, mais des fois, tu peux en avoir des inventés qui veulent absolument rien dire. Et là, il faut essayer de chercher. Et ça peut. Là, c'est là que les jeunes vont sortir des réponses qui viennent un peu partout. Donc, je ne sais pas si j'en ai mis des exemples vraiment étranges. Non, j'en ai pas des exemples vraiment étranges, mais des fois, il peut y avoir des trucs comme juste Balouza. C'est écrit Balouza, et tu demandes aux jeunes, c'est un onomatopée qui vient de quoi ça? Et là, ben, tu vas avoir des réponses différentes. Donc, ça, c'est une autre façon de travailler la créativité par rapport à l'onomatopée. Dans la bande dessinée, l'onomatopée, la façon que tu vas l'appliquer, euh, tu vas le percevoir différemment. Donc ici, on le voit petit, c'est pas très fort. Quand on le voit gros, c'est très fort. Donc, en illustrant les onomatopées de différentes façons, on explore aussi le son à travers ces images-là. Donc, je me souviens même plus que j'avais ces diapos-là. Ici, c'est le mouvement, ici, c'est la tonalité. Euh, donc, on rajoute des effets, on rajoute de la couleur. Je crois que j'en avais une autre page. Moi, je suis déjà rendu là. Je pense que j'ai d'autres images qui suivent ça. Donc là, parce que comme je vous dis, j'avais plus de trucs préparés, mais vu que j'ai une panne de courant, je suis
comme un peu à gauche, à droite. Là, je suis vraiment désolé si j'ai eu l'air un peu perdu, là, parce que j'ai tout un texte qui allait avec ça aussi. Mais est-ce qu'il y avait des questions? Parce que j'ai l'impression que j'étais un peu désordonné, là. Y avait-il des questions? Non? Mais Eric, Là, j'ai inquiète-toi pas. pas, là. Je Je me dis, t'entends on pas, comprend très bien le contexte, là. je t'entends pas, Denis. Pourtant, mon micro devrait me fonctionner, là. Je sais pas si c'est moi Fonctionne-tu? qui. Ah, vas-y Moi, donc. on t'entend, Denis, oui. OK, OK. c'est moi qui était fermé. Je pense que je l'avais OK, parfait. accroché. Non, j'étais pour te dire, inquiète-toi pas, là, on comprend très bien le contexte, là. On n'a pas eu la collaboration d'Hydro-Québec Fait que ce ça m'a mis matin un peu. pour ton atelier, mais je suis certain que les gens, en tout cas, moi, j'avais l'impression de suivre un cours de bande dessinée, un cours en tout cas, de toutes sortes de choses. Puis moi, il y a plein de questions qui me viennent en tête, mais je vais laisser les gens peut-être se risquer. Ils peuvent lever la main, ils peuvent mettre une question dans le clavardage, en tout cas. Puis, J'avais juste un autre truc. Je vois qu'il y a dans ce qui restait, parce que je sais que des fois, là, justement, j'ai pas pu montrer les exemples en faisant des illustrations sur la tablette, mais je sais que des fois, on me posait des questions par rapport aux applications que j'utilisais pour le dessin. Ben, celle que moi j'utilise personnellement à la maison, c'est Clip Studio Paint. Je fais ma bande dessinée avec Clip Studio Paint. C'est une application qui coûte une centaine de dollars, mais je sais qu'il en existe des gratuites qui sont très bonnes. Celle-là, c'est avec l'iPad qui coûte une vingtaine de dollars. Je fais beaucoup d'illustrations aussi avec ça, Procreate. Mais sinon, il existe des applications gratuites. Parce que je sais qu'il y en a des écoles qui ont des iPads, des tablettes qui peuvent faire de l'illustration. Et parmi ceux que je sais qu'il y a des gens du milieu qui se servent, moi, je ne les ai jamais utilisés, là. Donc, tu ne peux pas. Confirmé, là, mais qui se servent. GIMP, c'en est une application qui est gratuite. Il y a aussi l'application Krita, qui est une autre application gratuite pour faire de l'illustration avec tablette, et Inkscape. C'est les trois qu'on m'avait parlé beaucoup. Puis hier, j'ai trouvé qu'il y en avait une autre apparemment qui est bon pour la collaboration, Medibang, qui est une autre application de dessin gratuite. Donc, ça, c'est quelques-unes des applications. Là, j'ai vu qu'il y avait au moins une question. Je vais aller voir il y a quelques questions, oui, Eric. dans le Tu- chat. C'est juste là. Ouais. donc, il y a Mireille Ménard qui demande est-ce que tu donnes des formations étendues aux élèves? Fait que tu peux peut-être ouvrir la porte, justement. Là, je sais que c'est quelque chose que tu fais, là. Ben oui, je dirais 90% des ateliers que je vais faire, c'est des ateliers d'environ 1 heure, là, où ce que j'apporte beaucoup de contenu aux jeunes. Je vais faire un peu d'activités interactives sur la bande dessinée, sur la créativité. Je vais parler beaucoup de persévérance à travers tout ça parce que justement, je ne veux pas juste aller toucher les 5 élèves qui sont plus créatifs, puis les autres qui sont des fois plus hockey. Ben, il n'y a pas 25 élèves qui sont hockey, là, mais je veux dire, souvent, tu sais que c'est pas tout le monde qui vont devenir des auteurs plus tard, mais je veux m'assurer d'aller chercher un peu tout le monde. Euh, donc, ça va souvent des ateliers d'1 heure, mais ça m'est déjà arrivé de faire de retourner plusieurs fois au cours de l'année sur un projet spécifique. Donc, c'est des trucs qui peuvent arriver. Je le fais moins, mais c'est à la demande des écoles. Je vais faire beaucoup d'ateliers dans les écoles. Au Québec, je suis dans le répertoire culturel école, mais en Ontario, j'en fais beaucoup aussi d'ateliers. Monsieur Bélanger. S'il y avait une routine d'écriture ou de dessin, Monsieur Bélanger, qui est également auteur, euh, euh, une routine, oui, mettons. Je suis quelqu'un, je ne sais pas si ça a paru un peu par ma présentation, là, mais je suis un peu TDA, là. Euh, j'ai bien de la misère à me concentrer. J'ai bien de la misère à juste aller dans un couloir puis travailler sur un truc. Donc, moi, en commençant ma journée, première chose que je fais, j'ai un grand pad jaune, j'écris la journée, puis je me fais une liste de trucs que je veux faire durant la journée pour m'assurer de pas trop m'écarter. Euh, ça va dépendre. Ça va dépendre sur quel projet je travaille. Là, en ce moment, c'est plus l'illustration. Donc, quand je me lève le matin, j'ai deux, trois projets que je peux travailler. Donc, il y en a un, je suis en mode ancrage, un, je suis en couleur, puis l'autre, je suis en mode
croquis. Donc, tout dépendamment de comment je me sens, je vais pas. Il n'y en a pas un que je vais suivre plus que l'autre. Je vais, je vais souvent au feeling. Puis pour l'écriture, c'est pareil. Sauf que pour l'écriture, quand j'écris, je peux vraiment pas être déconcentré. Donc, je peux même pas écouter de la musique qui a des paroles. Ça me déconcentre. Moi, j'écoute de la musique de film. Ça, c'est un autre truc qui peut servir aussi pour s'inspirer si tu veux faire des dessins, là. Tu mets de la musique de films d'action, de films, tout dépendamment de l'aspect que tu vas aller chercher. Comme là, j'étais en train d'écrire un roman d'épouvante. Et dans ce temps-là, je mets de la musique de films d'horreur. Puis ça me met un peu dans l'esprit d'écriture d'horreur. Mais j'ai comme un peu de la misère à écrire. Puis la façon que j'écris, c'est j'ai mon plan, mon schéma narratif, c'est clair. Je ne peux pas vivre sans plan, sans schéma narratif, que je vais ensuite entrecouper en chapitres. Donc, ma situation initiale, ça va devenir mon chapitre 1, puis là, ainsi de suite, avec tous les autres trucs. Puis péripéties, il va en avoir plus qu'un chapitre. Je fais un petit paragraphe, et là, je pars. À partir de là, je vais d'un chapitre à l'autre, mais c'est rare que je fais de 1 à 15. Je vais écrire 1, 2, je vais retourner au 1, réviser, corriger. Je vais lire le 2, réviser, corriger, puis là, je vais écrire le 3. Après ça, je vais revenir 2, je vais aller vers le 3, écrire le 4. Je vais revenir 3, 4, 5. Je vais tout le temps revenir comme ça. Là, dans celui que je suis en train d'écrire en ce moment, je suis rendu au chapitre 11 de 13, puis je bloque. Donc là, il va falloir que je retourne au début, puis je recommence pour m'assurer que tout fait du sens. Euh, donc, je vais beaucoup dans cette méthode-là. Puis un autre truc un peu bizarre que je fais, c'est qu'avant, avant que je découvre le café, je prenais des petites siestes en après-midi, des petits 15 minutes avec une minuterie, parce que sans ça, mes 15 minutes seraient des 3-4 heures, là. Euh, ça- Puis je fais pas juste me coucher, je réfléchis à mon histoire, j'essaie de me transporter dans mon histoire avec, comme je me vois visuellement dans l'histoire, tout ça, puis ça m'aide souvent à débloquer. Puis là, maintenant, ce que je fais pour m'assurer de ne pas m'en aller vers le marchand de sable, je me couche par terre sur le plancher, sur le dos, parce que c'est pas aussi confortable, je ne vais pas tomber endormi, on espère. Ça me permet souvent de débloquer. Puis des fois, quand tu fixes trop un écran, on dirait que ça finit par ça endort sans le vouloir. On dirait que la lumière de l'écran, là, ça fatigue, puis ça fatigue le cerveau aussi. Ça m'empêche de bien avancer. Donc, juste en partant de l'écran, 15 minutes, je me couche à terre sur le plancher, après ça, je me relève, puis je suis prêt à repartir. Puis souvent, ça débloque à ce moment-là. Donc, je vais faire ça dans ma journée. Donc, puis c'est rare que je vais écrire et dessiner dans la même journée. On dirait que c'est difficile d'avoir les deux, à moins que ce soit juste un petit scénario d'une page que j'écris, là. Je vais vraiment juste me concentrer sur. Je peux travailler sur 3 projets d'illustration, mais je peux juste travailler sur l'illustration une journée, puis le lendemain, je peux travailler sur le prochain projet. C'est un peu ça ma routine. Puis je suis obligé d'arrêter à 4 heures parce que c'est moi qui fais le souper. Tu, par- Tu parlais, Eric, de séquences d'écriture. Est-ce que ça t'arrive d'écrire des petits bouts de choses qui vont arriver plus tard, comme un petit bout de la fin, ou c'est toujours séquentiel? Ben, j'ai bien de la misère à commencer à écrire un roman si je ne sais pas la fin. Donc, c'est pour ça que quand je fais mon schéma narratif, je sais ce qui arrive à la fin. Mais c'est un plan, c'est fait pour changer, là. C'est là pour te guider, mais c'est pas obligé de rester. Fait que c'est arrivé que la fin a changé, mais je suis un gars qui aime ça, être le plus préparé possible, justement parce que je suis comme ça dans ma tête, là. Je pars partout, donc plus je sais où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je m'en vais, mieux je vais être capable de passer à travers l'écriture de mon histoire, là. Mais des fois, je vais avoir un bout d'idée que je ne sais pas ce que je vais faire avec, donc je vais le mettre dans un document Word, puis je vais peut-être y revenir à un moment donné, mais il n'y a pas d'histoire encore. Comme en ce moment, mes histoires d'épouvante. J'étais supposé les écrire sous un nom de plume. C'était l'objectif. Mais quand j'ai eu fini d'écrire mon premier qui s'appelle Le Traversier, mon éditrice, elle me dit: Ah non, nous, on a signé Éric Pellado, on n'a pas signé un autre gars qu'on ne connaît pas, là. C'est ton nom à toi qu'on veut. J'étais déçu parce que je voulais écrire tous mes romans d'horreur sous un nom de plume. Finalement,
le compromis que j'ai fait, c'est que la citation au début du livre, tu sais, des fois, il y a une citation qui vient d'une chanson ou vient d'un philosophe, quoi que ce soit. Ça allait être Paul Descaries, qui est mon nom de plume, qui allait mettre une citation au début de- du livre. Paul Descaries, soit dit en passant, c'est un anagramme d'Éric Pellado. Il manquait juste une lettre, fait qu'il y a une initiale au milieu de. C'est Paul E. Descaries. Tu mêles ça, ça fait Éric Pellado. Et cette citation, j'ai une citation dans chacun de ces livres-là. Et ils ont toujours une relation au temps, parce qu'à un moment donné, je vais écrire une histoire qui va avoir rapport au voyage dans le temps. Donc, ces citations-là vont se retrouver dans ce livre-là éventuellement. Mais c'est des bouts qui n'ont peut-être même pas rapport aujourd'hui, mais je veux faire ça. Donc, ça, c'en est des bouts qui n'ont pas rapport, mais qui vont se retrouver dans un livre. Il y avait une autre question de M. Bélanger aussi. C'est quel lieu m'inspire le plus? Y a-t-il ben, l'Outaouais. De plus en plus, j'écris beaucoup de trucs qui se passent à l'Outaouais. Mon truc sur les échasses, ça se passe à Gracefield. Moi, le traversier se passe techniquement entre Cumberland et Masson-Angers, là, mais j'ai changé les noms de villages, mais c'est là que ça se passe. Euh, mes deux autres romans se passent à Gatineau. Euh, mes, euh, mes romans Ma vie de zombie, ça se passe à Saint-Onitag. Onitag, c'est Gatineau à l'envers. Puis La sorcière de Denalcourt. Denalcourt, j'ai changé les lettres, mais Denalcourt, c'est Rockland à l'envers aussi. Donc, c'est de la région. C'est pas mal dans la région parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent à Montréal parce qu'il y a beaucoup d'auteurs à Montréal, à Québec. Mais c'est ça, moi, j'ancre beaucoup mes histoires dans la région. Donc, c'est ce qui va m'inspirer le plus parce que c'est les images que j'ai en tête. C'est beaucoup ça. Bon, un de mes personnages, justement, qui habite à Gatineau, va à Paris parce que j'ai une belle-sœur qui habite à Paris, puis j'avais ce visuel-là. Donc, c'est pour ça qu'il est allé à Paris. Donc, si je suis allé à quelque part, je suis capable d'écrire. Je préfère écrire sur des endroits que j'ai visités que des endroits que je n'ai pas visités. Je trouve que ça rajoute un côté légitime. En même temps, j'invente des mondes, puis ça ne m'empêchera pas d'écrire quelque chose à un endroit que je n'ai jamais visité, mais je préfère tout le temps. Il y a tout le temps une réalité dans mes histoires. Tout le temps des gens que je connais, il y a tout le temps des choses que moi-même j'ai vécues. Tu sais, dans ma vie de zombie, les parents du personnage se sont mariés à l'Halloween, qui est particulier. Mes parents se sont mariés à l'Halloween, donc j'ai pas été chercher ça nulle part, là. Y avait-il d'autres questions? Moi, j'en avais une, Eric. Tu parlais tantôt de parler de beaucoup, beaucoup de créativité, mais moi, je voyais le lien avec, entre autres, la résolution de problèmes ou quoi que ce soit. Puis on sait que toi, tu es une personne très créative, mais tu as aussi d'autres compétences très évidentes, là. Sinon, tu ne serais peut-être pas rendu où tu es. Mais je me demandais, dans un premier temps, est-ce que tu vois facilement le lien, entre autres, entre créativité et résolution de problèmes? Parce que dans une situation problématique, ta créativité peut être utile. Oui. Je pensais, entre autres, à comment rapidement ce matin, tu as pu trouver un plan B quand Hydro-Québec t'a fait long feu, là. Donc, est-ce que tu vois le lien J'ai déjà, avec. j'ai déjà eu des idées pires que ça en créativité, hein. Quand j'habitais, je vais revenir à ta réponse après, là. Quand j'habitais à Barrie, en Ontario, euh, j'avais un appartement au sous-sol, puis mon lit queen ne rentrait pas. J'ai réussi à le rentrer en sautant dessus le box spring pour le faire squeezer jusqu'en bas pour utiliser un mot français, squeezer. Ça a bien été, mais quand j'ai déménagé de là, comment tu penses que j'ai remonté ça après? Je me suis dit, c'est soit qu'il reste ici, je le démolis. Finalement, je ne l'ai pas démoli. Je l'ai scié en deux, puis j'ai mis des pentures, puis je l'ai plié en deux pour le sortir. Puis il m'a servi encore un an et demi après ça. Mais tu sais, ça, c'est comme penser en dehors de la boîte pour trouver des solutions. Puis je fais ça avec tout dans la vie. Donc oui, la créativité, je m'en sers dans toutes les sphères de la vie. À la maison, c'est l'heure de faire le souper, j'ai pas d'idée, j'ouvre les armoires, je regarde ce qu'il y a là, puis je mélange des ingrédients ensemble que je pense qu'ils vont aller ensemble parce que j'ai pas peur d'essayer, tu sais, j'ai pas peur de trouver quelque chose, c'est pas toujours dégueulasse, je dirais que c'est dégueulasse une fois sur 10, mais la plupart du temps, tu sais, ça a de l'allure. Tu sais, je vais pas faire mettre de la sauce soya avec juste, j'allais dire du sirop d'érable, mais ça se fait, ça peut aller ensemble. Donc, oui, ça,
Justement, ça, je dis, ça peut te permettre de trouver, plus tu travailles ta créativité, plus tu trouves des solutions qui ne sont pas les solutions un 2 3 là, tu trouves des solutions qui sont, tu sais, 9, 10, 11, 12, et plus pour changer les choses. Puis, je suis le genre de personne qui est, pas qui recycle, mais qui va transformer quelque chose avant de m'en débarrasser. Euh, j'ai construit un abri de kayak au chalet avec une vieille structure de jeu puis un vieux quai qui ne servait plus à rien. J'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais construit ça, mais j'ai cherché des images d'abris de kayak, j'en ai mélangé trois, quatre ensemble, j'ai construit ça. Ça fait 3 ans, il tient encore debout. Puis c'est toutes des pièces que j'ai trouvées partout dans le garage, tout ça, pour le construire. J'ai pas payé une scène pour cet abri de kayak-là. Il y a Mireille dans le commentaire qui parlait de le TDAH peut aider beaucoup pour ça. Ouais, ça aussi. Mais j'ai pas je pense pas que j'ai l'âge. Des fois, je peux être OK. hyperactif, mais c'est plus le TDA. Parce que quand j'étais à l'école, j'étais le jeune qui ne levait jamais la main, puis qui parlait pas, puis qui était dans l'une 92% du temps, si c'est pas plus, là. Parce que quand j'étais dans la lune, c'est bien facile d'être dans la lune quand tu es TDA, tu entends un mot, puis tu pars ailleurs. Parce que ce mot-là t'a fait penser à quelque chose. J'ai déjà tombé dans la lune pendant une entrevue à radio, pendant que je parlais. À un moment donné, j'ai dit, écoute, de quoi je parle? Je ne savais plus, en tout cas. C'est ça. Mais oui, c'est sûr que le TDA aide, mais je pense qu'on l'est tous un petit peu à quelque part, là. Il y a un large spectre, là. On est tellement stimulé, surstimulé par tout ce qui est autour de nous qu'on n'a quasiment pas le choix de devenir déconcentré, là. Et je pense qu'on on l'est de plus en plus attiré par plein, plein de choses autour de nous. Puis c'est difficile de rester focusé sur une seule affaire. Je relance la balle aux participants. Là, s'il y a d'autres gens qui ont des questions, gênez-vous pas pour soit lever la main ou soit les écrire dans le clavardage. Éric, je pensais un peu une suite à l'autre question, mais tu es une personne très créative, ça paraît. Heureusement, tu peux te servir de cette créativité-là dans tes fonctions d'aujourd'hui, Oui, là, qui oui. sont d'être un auteur, un illustrateur et tout ça. Mais je pensais aux élèves, comme les gens là, ont des élèves comme toi dans leur classe. Là. Ça peut être à différents points de vue, mais des gens qui débordent de créativité. Puis, s'il y a des suggestions ou peu importe de choses que les gens peuvent faire, dire au niveau de la créativité. Je sais que tu as parlé de gens qui ont dit des petites paroles à un moment donné qui ont eu des gros impacts sur ta vie. Fait que je me Ouais. demandais si tu veux élaborer un peu là-dessus. Là. Euh, comment? Ouais. Moi, c'est beaucoup par le dessin que je vais le faire, là. Essayer de montrer, mais c'est pas tous les jeunes qui vont avoir, mais c'est de trouver c'est quoi l'intérêt de ce jeune-là, puis peut-être se servir de ça pour le stimuler. Je sais que c'est pas évident parce que là, on part du quasiment cas par cas, là. Euh, mais c'est trouver une façon de valoriser ça plus que de le mettre comme un désavantage, là, parce que moi, c'est ça, c'est devenu un avantage finalement, le fait que je suis très lunatique, que je suis très. Je perds le fil de ce que je voulais dire, mais que je ne suis pas tout le temps concentré sur une chose. Si c'est fait de manière. Si je suis interpellé, je vais beaucoup plus écouter que si c'est juste dicté à moi. Et j'imagine que quand tu as des problèmes d'attention, il faut que tu sois interpellé, peut-être pas toutes les 2 minutes, là, mais il faut que tu sois interpellé par ce qui se passe. Donc, il faut aller les chercher presque individuellement puis montrer que, hey, regarde, je te parle à toi, c'est pas évident parce que moi, je dis ça, là, mais je ne suis pas enseignant, là, c'est ça l'affaire, là. C'est difficile pour moi de dire, hey, faites ça parce que moi, j'arrive dans une salle de classe pendant 45 minutes, 1 heure, je montre plein de trucs créatifs, ils sont super contents, tout ça, mais je pars après. Fait que c'est simple pour moi de pouvoir dire ça, mais je pense que c'est plus les jeunes qui ont plus de difficulté à se concentrer, qui sont un peu plus hyperactifs, mais c'est de trouver une façon de les garder
accrocher, les garder interpellés parce qu'il dit peu importe la matière, là, c'est juste d'aller les chercher, de mettre les trucs en contexte qui vont. Je reviens avec le même terme, là, qui va vraiment aller les chercher, mais c'est ça, qui peut se bouger plus aussi. C'est qui? Je pense que c'était Louis-José Hood qui dérangeait tout le temps en salle de classe, puis l'enseignante, elle lui avait dit reste calme pendant la classe, puis à la fin, je te donne 5 minutes pour venir dire des niaiseries en œuvre. Puis lui, ça lui a servi à lui. Des fois, c'est de pouvoir aller chercher le jeune que tu sais qui est bourré de talent, tu sais qui est bourré de créativité, mais qui manque la plateforme pour le faire parce qu'il le système n'est pas tout à fait fait pour lui parce que lui, il est plus en dehors de la boîte. Mais je sais qu'il y a de plus en plus de salles de classe qui sont un peu faites en dehors de la boîte, là, notamment avec les dispositions différentes, parce qu'il va y avoir des fauteuils dans les salles de classe, des tableaux, des tables basses, des différents types de chaises. Puis j'imagine que de temps en temps, les jeunes, ils changent de place aussi pour faire ça, changer le mal de place, si tu veux, là. Mais ça, c'est des bonnes façons là, d'avoir des salles de classe qui c'est une atmosphère que tu veux être dans cette salle de classe-là, puis c'est pas trop. Ça ne fait pas trop couloir d'hôpital, mais plus un lieu qui fait bon vivre, là. Ça, je pense que ça peut aller chercher les jeunes qui ont beaucoup d'énergie, là. J'en vois une. Est-ce que tu suis le même processus créatif pour tes livres que pour ton humour? L'humour que je suis à veille de lâcher de faire, ça dit en passant. Juste parce que j'ai pas le temps, là. Euh, pour l'humour, mon processus créatif, ça ressemble beaucoup. C'est beaucoup. Je vais commencer par écrire mes idées sans blague. Puis après ça, je vais retourner une deuxième fois, puis essayer de trouver du drôle dans ça, puis rajouter euh, du punché. Euh, Puis, quand vient le temps d'essayer de le développer plus, je me pratique. Je change les virgules, j'essaie je le réécris à la main plusieurs fois pour essayer de le mémoriser parce que je suis pas la personne qui se rappelle le plus des choses par cœur, donc faut que je pratique beaucoup. Donc, mon processus créatif par rapport à ça, il est très différent parce qu'il faut que je le joue, faut que je le performe. Tandis qu'avec l'écriture, je n'ai pas besoin de jouer le rôle des personnages. Je me mets à leur place, mais je ne joue pas vraiment le rôle. Tandis que sur scène, il faut vraiment que j'y aille, faut que j'assume ce que j'écris. Je peux être pas d'accord avec tout ce que j'écris pour un texte, mais quand je suis sur scène, même il y a des différents degrés, il faut que je sois prêt à l'assumer. Donc, ça change un peu la donne pour l'écriture. Puis, dernièrement, j'ai fait différent. Vu que, pour ceux qui ne savent pas, je fais du stand-up depuis 4 5 ans. Ça faisait partie de ma bucket list de faire de l'humour. Euh, j'ai attendu aussi longtemps parce que je suis très gêné, là, mais je voulais le faire. Puis là, je suis rendu à mon 98e show de fête. Puis mon objectif, c'était de le faire. Puis après que je l'ai fait, j'ai aimé ça. Puis je me suis dit, OK, je vais me rendre à 100. Puis là, c'est ça. Le but, c'est d'arrêter à 100. Mais j'essaie de faire des trucs un peu différents. Le dernier que j'ai fait, je suis allé en. J'ai pris une feuille, j'ai écrit des sujets. J'ai réfléchi à ces sujets-là, mais je ne l'ai pas écrit du tout. Je suis allé sur scène comme ça. C'est comme aller tout nu sur une scène, là. C'est hyper confrontant parce que de un, vu que je suis facile à déconcentrer, c'est facile de me perdre. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui dit quelque chose dans la foule, puis je ne me retrouverai plus. Euh, je ne suis pas le gars qui improvise le plus. J'aurais aimé ça faire de l'impro au secondaire, là, mais je pense que j'aurais été bon en impro en décalage. Genre 5 minutes plus tard, j'aurais eu la bonne joke, mais l'impro serait fini. Mais sur scène, il faut que tu sois capable de réagir tout de suite. Puis ça a bien marché. J'ai réussi à faire mon truc, mais je suis parti. J'ai pas pris, OK, je vais parler des arbres, puis qu'est-ce que je connais des arbres. Je suis parti d'expériences vécues, puis j'ai rajouté des blagues à travers tout ça. Puis ça a super bien été. Je me suis bien débrouillé. Donc, pour les deux prochains, je ne sais pas si je vais faire ça comme ça, là, mais le dernier, ça va être à la salle Odyssée, devant ben du monde qui ont payé trop cher pour venir me voir. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à toutes les présentations que je fais? Puis j'en fais des présentations, j'en fais vraiment pour tous les groupes. Vu que j'ai des albums illustrés et des romans et j'ai de la bande dessinée qui s'adresse un peu plus aux ados adultes, j'ai fait des présentations dans les garderies maternelles jusqu'à même l'université.
fais toujours le même sujet, évidemment, là. Donc, mais j'ai des présentations, des thématiques pour tous les âges. Euh, et des fois, je fais du sur-mesure aussi, là, selon ce que certains enseignants vont avoir besoin. Puis ça, c'est par rapport au contenu. C'est ça, là, par rapport au contenu de mes présentations. Donc, je parle de bande dessinée, je parle de contes, je parle de romans. J'ai même un atelier où ce que je fais le lien entre les trois, parce que tout dépendamment du type de projet que je vais faire, ça ne s'adresse pas toujours au même public. Puis comment je m'y prends pour choisir mon public cible. Des fois, c'est juste le sujet va m'apporter vers un public précis. Des fois, ça va être une maison d'édition qui va me demander, Hey, ça serait le fun que tu nous fasses un titre pour telle collection. Donc là, c'est plus comme un travail, presque comme un projet scolaire, là. Puis, notamment, j'en ai une de mes enseignantes là, qui est là, Brigitte. Tu n'es pas une enseignante, mais tu m'as donné des sujets que je devais écrire. Euh, donc il a fallu que je parte de sujets pour faire des projets, des histoires. Donc, pour ça, les, les choix se font organiquement selon les projets. Et là, j'ai un roman que j'ai fait une bande dessinée aussi. Donc, j'ai trois romans et une bande dessinée. Donc, je peux encore plus faire le parallèle entre la bande dessinée et le roman avec Ma vie de zombie, justement. Que là, je commence à faire la deuxième bande dessinée, mais j'ai fait une bande dessinée qui vient de sortir et il y avait trois romans qui étaient liés à ça. Et c'est pas la même histoire. Donc, c'est des livres qui s'adressent à partir de 8 ans. Je dirais 12 max, là, 8-12 ans, là, mais c'est à partir de 8 ans. Et on peut faire des belles activités entre la bande dessinée et le roman à travers cette série-là. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, questions? Planifies-tu écrire? Il y a Oh, Louis Hull qui a levé la main. oui, Louis. vas-y, Louis. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, c'était une question quand tu dis, t'écris roman, euh, j'ai toujours un dilemme dans ma tête entre, oui, on s'adresse aux élèves, mais en même temps, est-ce que tu te permets d'ajouter certains mots plus, Oups, je pensais à couper. OK, oui. certains mots plus, tu sais, genre, est-ce que ça s'adapte, est-ce que ton vocabulaire s'adapte à ta clientèle ou tu te permets d'ajouter des mots plus savants, entre guillemets, pour qu'ils apprennent du vocabulaire? Ben, moi, je me limite pas. J'écris pas de romans. J'écris pas vraiment des romans adultes. Fait que mon écriture se porte beaucoup plus vers la jeunesse. Puis, Mhm. tu sais, je suis tombé dans la potion magique, mettons, quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai- à force d'avoir des contrats pour un certain public, mais je finis par écrire beaucoup plus pour un certain public, mais je ne veux pas toujours me répéter dans les mots que j'utilise. Fait que je vais y aller chercher des synonymes qui sont moins connus des jeunes. Je ne veux pas que ce soit un langage trop familier. Donc, quand c'est du dialogue, ça reste plus conversation, mais à travers le texte, j'aime ça mettre des mots qui sont pas nécessairement tout le temps les mêmes mots parce qu'à un moment donné, dans la lecture, tu veux apprendre des nouveaux mots aussi. Tu ne veux pas toujours relire les mêmes mots. Euh, donc, oui, il va y avoir du vocabulaire différent. Quand il est dans son contexte, c'est plus simple pour le jeune. Oui, Puis, il oui. faut dire que en tant qu'écrivain, moi, je vais écrire une première fois mon texte, mais après ça, il va y avoir une direction littéraire qui, qui va, selon leur ligne éditoriale, me dire, Oui, OK, oui. bon, mais ça, il faut que tu changes tel terme. Ça, je te dirais que le vocabulaire va changer plus quand je fais des livres encore pour les plus jeunes, là, pour le premier cycle, là, à ce niveau-là, il y a des termes qu'on va me faire changer beaucoup plus qu'avec à partir des romans de 8-12 ans. Parce que 8-12 ans, euh, ils vont plus. C'est contextualisé, donc c'est rare qu'il va y avoir une phrase complète qui va dire j'ai absolument rien compris dans cette phrase-là, là. Il va tout le temps avoir les mots autour qu'on va finir par comprendre, mais je ne décide pas toujours de tous les termes que j'utilise moi-même dans mes histoires, simplement parce que l'éditeur connaît son public, Oui, oui, oui. puis il va me faire changer certains termes, là. Merci pour la réponse. Puis ma deuxième question, c'est est-ce que tu te censures? Dans le sens Euh, que, tu sais, ça fait longtemps que tu écris, et puis,
Il y a certains courants, à un moment donné, qui font en sorte que, il y a des. Est-ce que tu te censures? Pas personnellement, tu sais, peut-être inconsciemment. Tu sais, je révolutionne pas rien avec les sujets que j'écris. Donc, je sais pas, j'écris comme j'ai envie d'écrire, puis c'est souvent de l'humour. Je vais écrire des fois, je vais dire du niaiseux. C'est pas du niaiseux, mais je suis très dans l'humour, donc j'aime ça faire rire. Puis je vais pas, je fais jamais, j'écris jamais rien de déplacé. Là, je parle pas de stand-up. Oui, oui. Oui, oui. Stand-up, j'essaie de choquer parce que je sais que le public est là, mais avec les livres, c'est très rare que je vais essayer de choquer. Je vais des fois aller dans des sujets. Il faut que moi, je puisse m'identifier dans le sujet. Donc, tu sais, je vais pas écrire sur des groupes que je suis pas, j'en fais pas partie simplement parce que je suis pas à l'aise de le faire. Euh, Ça ne sera jamais mes personnages principaux de mes romans, en tout cas. Je vais pouvoir faire des courts textes ou tout ça que je vais aller ailleurs. Mais quand c'est des romans, ça va vraiment être ancré dans un moi plus jeune, mes enfants, mon entourage, mais il n'y a rien qui va être provoquant, qui va, qui va m'obliger de censurer certains trucs. Là, vois-tu, le roman que je suis en train d'écrire, que j'ai un peu de difficulté, c'est un roman d'épouvante qui s'adresse aux 9-12 ans. Le premier que j'ai écrit dans cette collection-là, la direction littéraire m'avait dit: Va pas assez loin, tu devrais me faire plus peur dans ton histoire. Je dis: OK, c'est beau. Moi, dans ma tête, je pense 9-12 ans. J'étais comme: OK, je trouvais que ça faisait assez peur dans le groupe Mhm. d'âge. Donc, je suis allé un peu plus loin. Ensuite, il y en a une autre quand j'ai écrit le deuxième, je me suis dit: Je vais aller plus loin. Puis j'ai eu exactement les mêmes commentaires, que j'allais pas assez loin. D'accord. Par Là, contre, tu disais que tu allais plus loin et toi, dans ta tête, tu allais plus loin, là. oui, oui, c'est ça. Moi, personnellement, j'allais plus loin, mais ça a l'air, j'y allais pas assez. Mais Pas là, avec le, encore. trois- avec le troisième, j'ai envoyé les 4 premiers chapitres, puis là, mon éditrice, elle me dit: on va le monter de collection. OK. Là, tu es allé trop loin, là. C'est ça que C'est j'entends, ça. là. Je suis allé trop loin avec celui-là. Bon. Fait que des fois, j'ai pas eu besoin de me censurer à date, là. Ils ont juste dit: on va le mettre 13 ans plus, tout simplement, Ouais, le, ben, je le- le comprends. roman. Mais s'il y avait. Mais elle m'a donné le choix, par contre. Elle m'a dit: on peut aller dans l'autre collection ou on peut rester là, mais si on reste dans cette collection-là, il va falloir changer des passages. Donc, il y a tout le temps. Il y a une équipe quasiment qui passe derrière pour me dire: Mhm. Ouais, ça, t'es sûr? Ah, je sais pas, peut-être qu'on devrait peut-être pas parler de ça ou des trucs comme ça. Donc, il va y avoir une réflexion. Si tu es un bon éditeur, il va s'assurer que tu ne pars pas les pieds dans les plats avec ton livre. Ensuite, si toi, tu as envie de, de, de- de pousser quand même, mais là, ça serait à toi d'assumer. Mais j'ai pas eu de sujets qui ont été trop. C'est de voir. Parce que même quand je parle des différences, mon dernier livre qui parle des différences, il parle du fait que le personnage il est grand. Tu sais, je peux m'identifier, je suis 6 pieds 4. Ben, je comprends. Hey, merci. Ça fait plaisir. Et il y avait eu une autre question de Pierre-Luc qui était si je pensais écrire pour les adultes. Ben, le roman de Paul Descaries, j'espère l'écrire pour un adulte, mon personnage fictif, là, le truc qui va parler de voyage dans le temps. Et j'ai comme suivi un peu une progression avec mes enfants aussi. Quand il était bébé, plus petit, j'écrivais plus d'albums illustrés. Puis j'ai commencé à écrire des romans quand il était rendu troisième cycle. Puis là, ben là, secondaire. Là, je m'éparpille un peu, mais dans ce que j'écris plus de romans. Je suis revenu beaucoup à la bande dessinée parce que c'est ce qui me passionnait énormément. Puis, mais oui, je veux écrire pour adultes, mais je pense que même moi, je ne me sens pas prêt à écrire pour adultes. Je pense que j'ai pas encore le vocabulaire. Puis là, je m'exprime pas de manière très éloquente tout le temps, mais j'écris mieux que je parle. Je le dis tout le temps, ça. Parce que j'ai un décalage avec mon cerveau, je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, j'ai plus le temps de réfléchir à ce que je vais écrire quand je l'écris, tandis que quand que je parle, on dirait que je suis tout le temps stressé. Donc, j'espère écrire pour adultes, dont mon livre qui se passe dans le temps. Puis j'ai déjà 2 bonnes idées de romans que je vais écrire. J'en ai un autre qui va parler d'humour aussi, qui est prévu, mais prévu dans mes projets à long terme. Donc, je disais tout à l'heure, quand j'ai une idée, je le mets dans un document Word. J'ai peut-être 40 projets possibles un jour que je vais peut-être faire, peut-être pas, peut-être jamais. Donc, il y a tout le temps des idées qui pop, puis j'espère réussir à en faire. Euh,
Donc, alors, ma vie de zombie est un peu trop poussée. Dans quel sens un peu trop poussée? Vous pouvez m'élaborer, puis... Ah oui, vas-y. Ouais, oui, oui, salut. Non, c'est ça, mon fils, je pense, c'est comme juste le fait. Je pense que les parents meurent ou quelque chose comme ça. Le père, Oui, c'était. il y a un Oui, accident au c'est ça. début Puis de comme ça l'histoire. l'avait vraiment choqué à Ah l'époque oui, parce que c'est quand même. C'est quoi? C'est à partir de 8 9 ans? ouais, mais c'est ça, ça commence. La première Oui, histoire, je voulais parler du deuil avec la première histoire. oui, 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 il avait trouvé ça rough. Mais donc, ça a quand même suscité des bonnes discussions. Oui, Euh, et puis c'est ça. Puis ma fille, qui est un peu plus vieille, elle, l'an passé, a lu le livre sur les échasses, le groupe oui, oui, d'échasses. oui, 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 Puis elle a adoré, elle a avec tous vraiment, les vraiment échanges. aimé. Oui, Très oui. cool. Ouais, puis c'est ça, avec la vie de zombie, à partir du deuxième, ça joue plus en humour, là. Mais OK. j'étais parti du fait que c'était quelque chose qui était vraiment arrivé, puis je voulais faire je voulais parler du deuil à l'inverse. Parce que dans l'histoire, une famille qui part en vacances, les parents et le fils meurent dans l'accident, puis le plus jeune survit, mais au village, il y a le grand-père qui reste, là, puis il se demande qu'est-ce qui est arrivé, mais les autres, dans ce village-là, ils deviennent des vivants morts, qui dit dans l'histoire, ils sont plus vivants que morts, et ils habitent en dessous du cimetière, dans des tunnels qu'il y a là. Et Xavier, qui est un des garçons qui est mort, veut aller. Il aimerait ça savoir ce qui est arrivé à son frère et il apprend qu'il peut sortir à l'Halloween. Ben, il y en a qui sortent à l'Halloween vu que les gens sont déguisés. Il va essayer de retrouver son frère. Donc, je parle de ça. Mais l'idée derrière ça, c'était que j'ai des amis des amis qui étaient partis en vacances aux États-Unis pour un été, puis quand ils sont revenus, il y a eu un accident tragique où la moitié de la famille est décédée dans l'accident de voiture. Il y a eu un parent et un des enfants qui est mort dans l'accident de voiture, puis je trouvais ça, c'était horrible, mais je voulais comme genre parler un peu du deuil de l'autre côté, puis là, à la fin, c'est que le fils vivant veut quasiment aller vivre avec ses parents et son frère, puis il dit, ben non, toi, tu restes en haut, c'est là ta place, tout ça. Donc, il y a des thématiques plus intenses à travers tout ça, puis il y a de l'humour et il y a matière à conversation à travers tout ça pour parler justement de la mort, parler du deuil, etc. Mais si tu ne veux pas te lancer là-dedans, dans ce thème-là, tu peux te lancer tout de suite dans le deuxième où c'est des zombies qui ne mangent pas de cerveau parce que justement, ça s'adresse aux jeunes. Je ne voulais pas qu'ils tuent du monde en plus. Ils ont substitué le cerveau avec du tofu. Puis là, je m'amuse à dire que le tofu a la même texture et le même goût que le cerveau. Euh, Sauf que ça fait mal à personne, puis ils ne deviennent pas sauvages. Donc, ils mangent du tofu. Et à partir du deuxième livre, il y a une situation qui se passe où il n'y a plus de tofu. Ils doivent trouver qui est responsable derrière ça, puis sinon ils vont être obligés d'aller à leur deuxième source nutritive qu'ils ne veulent pas. Donc là, ça devient beaucoup plus humoristique à partir du tome 2 dans ma vie de zombie. Et par après, on ne parle plus du tout de ce niveau-là. Ils sont des zombies, mais c'était comme un peu l'histoire d'origine pour les faire se rendre là, parce que dans le cimetière de Saint-Anitag, il y a seulement deux enfants, parce que à part ça, tout le monde est décédé plus vieux. Et puis l'autre enfant qu'il y a là, elle était morte dans les années 80 d'un cancer. Tu sais, c'est comme des affaires plus rough. Mais après ça, quand on se lance dans l'histoire, ça devient plus rigolo. Mais c'était voulu de parler du deuil, parler de la mort à travers cette première histoire-là. Y avait-il d'autres questions, d'autres commentaires, si jamais? J'étais encore là, j'étais encore coincé chez mes beaux-parents. En tout cas, les gens peuvent continuer de poser des questions, mais moi, je voulais te remercier, Eric. Tu nous as fait réfléchir beaucoup à la créativité. Je pense que tu as donné aussi des outils, plein de stratégies pour dire, ben, voici des façons de favoriser, disons, la créativité, puis de commencer autant en écriture qu'en dessin, là. Donc, je pense que c'est très large ce que tu nous as présenté aujourd'hui, très riche. Tu nous as Ouais. fait goûter un peu ton univers, puis à mieux te connaître aussi, comprendre comment un auteur qui a une tête qui déborde d'idées réussit à mettre ça aussi sur papier. Donc, un gros, gros merci. Pour les participants, j'ai placé le lien vers le sondage de satisfaction.
Puis je vous rappelle que c'est très court, mais il y a aussi une question qui dit est-ce que c'est votre dernier atelier? Donc là, pour cet atelier-ci, vu que ça termine la journée, vous devriez choisir oui. Et il y aura quelques petites questions additionnelles sur l'ensemble de la journée. Donc, on vous remercie beaucoup de votre participation aujourd'hui. On vous convoque, ou en tout cas, on se donne rendez-vous le 27 février pour la suite. Puis, un gros merci de vous être présenté aujourd'hui, d'avoir participé. On espère que vous avez trouvé des idées enrichissantes. Puis, s'il y a des gens qui veulent rester encore poser quelques questions à Eric, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup et bonne journée. Donc, merci tout le monde. Puis c'est ça, s'il y a encore quelques questions, là, je peux rester encore quelques minutes. Puis sinon, ben, tout le monde peut aller manger. J'imagine que ça va être l'heure du dîner. Ouais. Merci beaucoup. Merci. J'ai arrêté l'enregistrement, là, Eric.